approche incarnée mélodieuse. Bonjour. Alors je vais me présenter avant d'arriver dans le vif du sujet. Je m'appelle donc Baya Sébiane et je suis donc doctorante à l'université de Montpellier au laboratoire d'Epsilon. Et je suis accessoirement à côté psychologue spécialisée en neuropsychologie du vieillissement. Alors je vais vous parler aujourd'hui en fait de nos travaux de recherche et de la musique, de l'écoute de musique comme un outil illustrant une nouvelle approche en psychologie cognitive, une approche incarnée des apprentissages et donc de la mémoire. Donc je travaille en fait au laboratoire de Montpellier, comme je vous l'ai dit, mais c'est une étude en fait qui a réuni plusieurs partenaires, donc je voudrais les remercier. L'Université de Toulouse, en fait le laboratoire de sciences cognitives, et comme vous pouvez le voir sur cette première diapo, également le ministère de la Recherche et la ville de Montpellier, ainsi que la Fondation Banque Populaire, que je remercie particulièrement, puisque sans eux, nous n'aurions pas pu mettre en place cette étude. Alors, un petit rappel en fait de la littérature sur les travaux qui ont été menés sur les effets positifs de la musique, de l'écoute de musique sur nos activités humaines. La littérature en fait se compose principalement de deux catégories de travaux. Des travaux qui s'intéressent aux effets de la musique sur les nouveaux apprentissages, donc des apprentissages verbaux, et qui met l'accent surtout sur la mémoire donc, épisodique. Et une deuxième catégorie de travaux qui s'intéresse aux effets de la musique, mais sur un aspect émotionnel. Donc le potentiel de la musique à générer des émotions positives, à diminuer certains troubles émotionnels liés à une pathologie connue maintenant de tous, la maladie d'Alzheimer. Donc ces deux catégories de travaux sont principalement en fait axés sur une population vieillissante de manière pathologique en fait, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Parallèlement, en études d'imagerie cérébrale, plusieurs travaux ont montré que l'écoute de musique active et sollicite des zones cérébrales, donc les zones motrices, le cortex moteur. On s'est aussi rendu compte que l'écoute de musique favorisait la plasticité cérébrale. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'une première équipe de chercheurs, c'est une première, a porté son intérêt sur l'effet de l'écoute de musique, mais cette fois sur les apprentissages gestuels, parce que jusqu'à présent, c'était des apprentissages verbaux. Cette première équipe, donc, dirigée par Moussard, en fait, a donc monté un premier paradigme expérimental, et elle s'est intéressée en fait aux effets de la musique, aux effets bénéfiques de la musique, de l'écoute de musique, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Le but était de pouvoir utiliser l'écoute musicale comme un moyen thérapeutique pour maintenir les apprentissages gestuels. Elle a utilisé en fait des gestes qu'elle appelle non significatifs et que moi j'ai nommé non fonctionnels. Donc pour cette étude, elle a utilisé 12 gestes non significatifs de la musique familière. Donc en fait l'étude a été menée au Québec. Alors l'étude, la musique familière pour les personnes voilà, était une musique un peu comparable à de la gigue. Je ne sais pas si les gens connaissent ici la gigue. Bon, la gigue c'est une musique assez dynamique, entraînante. Donc qui a de fortes chances de solliciter les aires motrices. Et elle a mis les sujets, donc il y avait deux populations, il y avait les personnes âgées dites saines, donc non Alzheimer, et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, à un stade léger, à modéré.
a donc placé les sujets dans deux conditions d'écoute, une condition d'écoute musicale et une condition d'écoute métronomique. Elle a également en fait étudié l'impact de l'imitation dans le cadre de l'apprentissage gestuel. Donc elle a utilisé l'impact de l'écoute musicale, mais aussi l'impact de l'imitation du geste. Donc tous les participants ont intégré toutes les conditions expérimentales. Il y avait donc 4 conditions expérimentales. La catégorie, donc la condition d'écoute musicale, associée à un apprentissage avec imitation gestuelle. La condition d'écoute musicale associée à un apprentissage dit passif, qui n'incluait pas d'imitation simultanée du geste. Et la condition d'écoute métronomique avec imitation, avec un apprentissage avec imitation, et la condition d'écoute métronomique sans imitation. Vous arrivez à suivre? C'est pas trop compliqué, ça va? Ok. Donc cet apprentissage en fait se faisait en 3 étapes. Alors l'expérimentateur, on imagine que je suis l'expérimentateur et que l'ordinateur est un sujet, un cobaye. Donc l'expérimentateur faisait les gestes une première fois. Le cobaye en face, qui est donc l'ordinateur, observait les gestes que je faisais. Avec la musique, puisque le sujet avec un casque dans les oreilles. Une demi-seconde après, l'expérimentateur, donc moi, refaisait les gestes. Et cette fois-ci, le sujet avait pour consigne de faire les gestes en même temps que moi, tout en écoutant de la musique. Et dans un troisième temps, donc quasiment tout de suite après, la musique se lançait et le sujet devait refaire les gestes qu'il venait d'observer. Alors attention, c'est là que ça va être sportif. J'espère que là, pour l'instant, vous suivez. Je passe à la diapo suivante. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire que les critères d'analyse des auteurs pour définir si le rappel gestuel était effectif ou pas, les auteurs donc, ont mesuré les rappels en rappel immédiat, les performances de rappel en rappel immédiat et en rappel différé, et ils ont analysé les gestes selon 4 critères. Donc la présence ou pas du geste, le rappel du geste, l'ordre dans lequel le geste a été rappelé, est-ce qu'il a été rappelé dans le même ordre que celui dans lequel il a été présenté, la qualité d'exécution du geste également, et enfin, la présence ou pas de gestes intrus. Ça va, vous me suivez toujours? Ok. Donc c'est là que ça va se corser. L'étape 1 que je vous ai présentée dans la présentation, dans la diapo d'avant, qui était donc la phase d'observation du geste, de découverte, est la même pour tout le monde. L'étape 2, donc, qui est soit imitation synchronisée, soit deuxième observation passive. Et étape 3, le rappel. Ici, vous avez donc un exemplaire des 6 premiers gestes que les sujets devaient apprendre. Donc voici la procédure d'apprentissage. Les gestes étaient à chaque fois présentés par paire. Donc, je présentais par exemple le premier geste, toujours avec la musique, et ensuite le deuxième geste. Pardon. Ensuite, dans un deuxième temps, je refaisais exactement les 2 premiers gestes que je viens de vous faire là. Et dans un troisième temps, le sujet, à l'écoute de la musique, rappelait ces 2 premiers gestes. Donc on a d'abord le geste 1 et 2, ensuite le geste 3 et 4, et ensuite un rappel des 4 premiers gestes. Ça va, vous suivez toujours? Ok. Donc l'expérimentateur faisait geste 1, geste 2, ok, bon, geste 3, et geste 4, elle lève la jambe. Donc je représentais ces 4 gestes au sujet, une première fois, ensuite une deuxième fois, et enfin une troisième, et enfin le rappel. Bon, après, pour la phase de questions, si vous n'avez pas tout compris cette étape-là, n'hésitez pas, je vous expliquerai ça avec plaisir. Alors, les auteurs ont observé des résultats assez intéressants, et c'est en fait ces résultats qui nous ont interpellés.
Sur les 4 critères que je vous ai présentés au départ, c'est-à-dire la présence du geste, l'ordre, la qualité gestuelle et le nombre de gestes intrus, les auteurs ont observé des résultats intéressants uniquement sur 2 critères. C'est-à-dire la présence du geste, donc le rappel ou pas du geste, et l'ordre dans lequel les gestes ont été rappelés. Ce qui nous a interpellés, ce sont les résultats que les auteurs ont observés chez les personnes âgées normales. En fait, les auteurs n'ont observé aucun effet de l'écoute musicale, d'une part. Et d'autre part, ils ont observé un effet, par contre, positif de l'imitation, de l'apprentissage avec imitation synchronisée. Bon, je passe les résultats observés sur la population de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce que chez ces personnes-là, la musique s'est avérée être bénéfique et a révélé que les personnes apprenaient bien mieux en conditions d'écoute musicale qu'en conditions d'écoute métronomique. Nous, ça nous a interpellés que chez les personnes âgées saines, la musique n'ait pas eu d'effet, alors que la littérature, en fait, regorge d'expérimentations où l'écoute musicale s'est avérée être plutôt aidante. On s'est donc demandé pourquoi. On a émis en fait l'hypothèse que chez les personnes âgées, peut-être que l'émotion n'avait pas eu, le lapsus, la musique n'avait pas eu d'effet parce que justement, elle n'était pas assez porteuse d'émotion. Et puis, la deuxième possibilité qu'on a émise, c'est que les gestes n'étaient peut-être pas assez significatifs pour les personnes. Du coup, toujours en lien avec des travaux très récents en imagerie, qui montrent que l'écoute de musique favorite, préférée, active plusieurs zones parallèlement cérébrales, notamment la zone émotionnelle, la zone des émotions, le système limbique. On s'est dit, on va donc remplacer la musique familière que les auteurs de l'étude originale ont utilisée par de la musique favorite. Ainsi, en utilisant de la musique favorite, en fait, on stimule la mémoire sous ses différentes formes. Parce qu'en utilisant la musique favorite, on va stimuler la mémoire autobiographique. On va stimuler la mémoire musicale. Et puis on stimule aussi les émotions. Et tant qu'à faire des émotions positives. Donc dans ce contexte-là, on s'est inspiré en fait d'un modèle des apprentissages et de la mémoire plus contemporain, un modèle incarné qui intègre en fait l'apprentissage et la mémoire, qui dans l'apprentissage et dans la mémoire intègre la dimension gestuelle et motrice, mais aussi la dimension émotionnelle et différentes autres dimensions, visuelles et auditives. On a donc réutilisé exactement les mêmes gestes que Aline Moussard. À la différence près, en fait, les gestes sont les mêmes en termes de cinétique. Mais par contre, la différence, c'est que nos gestes, on a essayé de les rendre fonctionnels. Il me reste 5 minutes, je vais devoir speeder. Donc, on a transformé nos gestes non fonctionnels en gestes fonctionnels. On s'est donc demandé, est-ce que la musique favorite permettait un meilleur apprentissage gestuel, mais dans le cadre du vieillissement normal? J'ai tout dit. Voilà. Donc là, ça va aller très vite parce qu'en fait, on a repris le même protocole qu'Aline Moussard, à 2 petites différences. On a intégré une évaluation émotionnelle avant l'apprentissage des morceaux écoutés. On a placé les sujets dans 2 conditions d'écoute musicale différentes. Conditions d'écoute musicale inconnues et conditions d'écoute musicale favorites. On a également repris les conditions d'apprentissage avec imitation et sans imitation. Dans le cadre de vieillissement dit normal, on a donc appliqué ce paradigme sur 3 catégories de population. Des jeunes adultes âgés de 19 à 22 ans, des personnes dites d'âge intermédiaire, donc dans ma tranche d'âge, de 43 à 60 ans. Je n'ai pas 60 ans, je suis pas sûre. Enfin, voilà. Et donc les sujets, en fait,
donc ils étaient comme moi, assis. À la différence de Aline Moussard, c'est que nous, un petit détail, en fait, on a fait des séquences vidéo. Et au lieu d'être en direct live avec les sujets, on a en fait enregistré d'abord les séquences gestuelles et ensuite on a fait un montage vidéo. Ça a été très très long parce qu'en fait au montage visuel, on a dû incruster à chaque fois pour chaque participant leur musique préférée. Et ensuite d'autres montages où il y avait des musiques inconnues. J'ai personnellement fait ces montages vidéo. Je peux vous dire, ça m'a pris un temps pas possible. On a repris les mêmes critères de mesure que Aline Moussard, les 4 critères, présence, ordre, qualité d'exécution gestuelle et geste intrus. Toujours selon les mêmes 3 étapes. Première observation, ensuite deuxième observation ou imitation en synchronie, et ensuite rappel à l'écoute de la musique. Et enfin, la dernière petite différence avec le protocole d'Aline Moussard, c'est que la consigne dans l'étude des gestes non fonctionnels disait « Regardez attentivement les gestes qui vont suivre ». La consigne dans notre protocole, en fait, disait « Regardez attentivement les gestes qui vont suivre » et on nommait verbalement, en plus de les présenter visuellement, les gestes qui allaient suivre. Et on a observé des résultats assez intéressants. Donc ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, la première photo à droite, elle a donc les mains comme ça. Et nous, on a dit au sujet, tenir un volant. La deuxième photo, c'est interdire l'accès. Je veux juste vous dire qu'en fait, cette étude, c'est une deuxième étude, parce que dans une première étude, on a demandé au sujet ce que ces gestes leur évoquaient. Donc on n'a pas choisi la signification de manière arbitraire. Ok, les résultats de l'évaluation émotionnelle sont assez intéressants. C'était une auto-évaluation. Donc les sujets écoutaient la musique pendant 10 secondes et ensuite, face à l'écran de l'ordinateur, il leur était demandé le morceau que vous venez d'écouter vous a-t-il été agréable ou désagréable? Et les sujets cochaient agréable ou désagréable, aucun des deux ou les deux. Les résultats sont intéressants puisqu'en fait, ils révèlent que, comme ce que nous attendions, la musique préférée est effectivement évaluée comme statistiquement plus agréable que les musiques inconnues. Et quels que soient les groupes de participants, les jeunes, âge intermédiaire et les personnes âgées. Ici, il s'agit des résultats pour voir s'il y a un effet de condition. Est-ce qu'on a un effet de l'écoute musicale préférée et est-ce qu'on a un effet de l'apprentissage avec imitation? Ce tableau-là compare les rappels immédiats et les rappels différés. Et on observe dans ce tableau ce que nous attendions pas du tout. Nous avions, nous, émis l'hypothèse que l'apprentissage avec imitation et l'écoute de musique préférée associée donnerait de meilleurs résultats. Ok, je me dépêche, il me reste 1 minute. Ah, putain. Pardon. On a observé des résultats assez intéressants. En fait, on a observé que les participants apprennent mieux quand, d'une part, c'est de la musique inconnue et qui est associée à un apprentissage non synchronisé. Donc ça, c'est des résultats qui vont complètement dans le sens inverse de ce que l'on a pu recueillir dans la littérature. Donc ici, vous voyez que les résultats en rappel immédiat et en rappel différé sont sensiblement comparables, et ce, quels que soient les groupes d'âge. On a donc un effet d'apprentissage et un effet de condition, selon que la condition est avec ou sans imitation, et selon qu'elle est avec musique préférée ou non musique préférée. Ok, alors ce tableau, en rouge, ce sont en fait les scores, les meilleurs scores. Et en bleu, ce sont les deuxièmes meilleurs scores. Comme chaque participant a été placé dans 4 conditions expérimentales différentes, vous voyez en rouge que leur meilleur score s'observe dans la condition où la musique est inconnue et où l'apprentissage n'inclut pas d'imitation synchronisée.
en rappel immédiat pour le tableau du haut et en rappel différé pour le tableau du bas. Ensuite, on s'est intéressé évidemment à l'effet de l'âge et on s'est rendu compte qu'il y avait un effet d'âge, mais très 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 léger. On a observé des résultats intéressants, contrairement à l'étude de Moussard, sur 3 critères sur 4. La présence du geste, l'ordre dans lequel le geste est rappelé et le nombre de gestes intrus. Ici, à droite, vous avez les... À droite ou à gauche ? À droite, pardon. Vous avez les graphiques pour le critère ordre. C'est un graphique qu'on a pris pour vous donner un exemple des seuils de significativité. Alors cette diapo, je ne pouvais pas ne pas la passer, parce qu'en fait, quand on a analysé les images, on a été très très surpris de voir que, vous voyez, la personne, le modèle, plie les bras comme ça, et a les poignets comme ça, comme si on était en train de faire du ski, ou, enfin, j'en ai jamais fait, mais j'imagine. Et au milieu, ce sont les sujets qu'on a filmés. Et en fait, on s'est rendu compte que la modalité auditive prenait le pas sur la modalité visuelle. C'est-à-dire que les sujets, en fait, exécutent et rappent lors de l'encodage, en fait. Ils écoutent ce qu'il leur est dit, le geste qu'il leur a dit, et ils le visualisent. Au lieu de rappeler le geste qu'ils ont vu, ils ont rappelé le geste, en fait, qu'ils ont entendu et qu'ils ont activé mentalement. Donc ça, c'est des résultats assez surprenants parce qu'on ne s'attendait pas à observer ce type de résultats quand on a analysé nos données. Et vous voyez, regardez, ici j'ai pris cette diapo pour vous montrer quand il n'y a pas l'apprentissage sans imitation, quand c'est l'apprentissage sans imitation, pardon. Et bien regardez le geste, à quel point il change de manière significative. Il n'est plus du tout le même que celui de départ qu'on leur a montré. À la fin, ici on a un rappel où elle a quasiment les bras tendus et les mains comme ça, donc sur un volant. Alors moi je ne les fais pas bien les gestes, mais vous imaginez. Et en rappel différé, elle a carrément les bras tendus. On est dans une configuration complètement différente. Ça y est, j'ai terminé la conclusion de mon étude. Donc on a un effet de condition, ça c'est assez intéressant. Si l'on croise la musique préférée avec de l'imitation, mais on a un effet d'apprentissage aussi si on croise une musique inconnue avec des gestes, un apprentissage sans imitation. On sait donc que la musique a un impact et que la musique favorite a un impact quels que soient les âges. Mais il faut pour cela vraiment que les gestes soient significatifs et fonctionnels. Les limites de notre étude, bien sûr, c'est la petite taille de nos échantillons, parce qu'il a fallu faire les montages un peu comme un artisan. Et je n'avais que 3 ans pour faire ma thèse, pas 10. Donc voilà, j'ai dû réduire mes échantillons. Donc l'idéal, ce serait de reproduire cette étude, mais cette fois sur des plus gros échantillons. Et la deuxième limite, en fait, c'est qu'on a observé des effets plafonds, donc des scores très élevés pour les personnes jeunes et les personnes d'âge intermédiaire. Donc l'idéal, ce serait peut-être d'augmenter le nombre de gestes à rappeler, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais tous les sujets avaient 12 gestes à rappeler. Et donc peut-être que pour les jeunes et les sujets d'âge intermédiaire, il faudrait leur corser un peu la tâche pour arriver à un seuil de difficulté équivalent à celui observé chez les personnes âgées. Je vous remercie de votre attention et je voulais remercier les personnes qui m'ont accueilli, les organisateurs de ce congrès, ce que j'aurais dû faire un intro, mais que je fais maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia. Baya. Baya. C'est mon prénom. Il ne me reste pas beaucoup de temps, peut-être juste une question. Ouais. Parce qu'on a pris un peu de retard. Personne n'a de questions? Je me demandais l'effet métronomique. Tu m'as dit Métronomique. Métronomique, ouais. Mais j'ai pas tout à fait compris s'il y avait un effet sur...
Oui, en fait, l'étude de Roussard, donc de mes confrères, a montré effectivement que, en fait, il n'y avait pas de différence significative de performance en termes de rappel. Chez les personnes âgées, c'est je précise, parce que chez les Alzheimer, c'est l'inverse, de la musique. C'est-à-dire que les sujets obtiennent les mêmes résultats de rappel en métronome ou en écoute musicale. Et là, vous n'avez pas utilisé le métronome? Non, en fait, parce que du coup, on s'est dit, on n'a pas trouvé normal que la musique n'agissait pas. Donc du coup, on a pris une musique favori pour induire les fameuses émotions positives et des musiques complètement inconnues pour voir le facteur musique, à quel niveau il intervient, à quel niveau voilà, il agit. Personne n'a de questions? C'est bon? Question? Merci pour cette présentation. J'ai juste une petite question, c'est pourquoi avoir fait des vidéos de gestes par rapport à la problématique qui était en place? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact de voir une personne et de voir un film? Alors en fait, je vous remercie 1000 fois de cette question. J'espérais qu'elle tombe. Il y a deux raisons pour lesquelles on a fait ça. La première, c'est que comme vous pouvez le constater, physiquement, on va dire que je ne suis pas vraiment opérationnelle. Et comme voilà, c'est moi qui faisais l'étude, du coup, j'ai dû cogiter pour trouver un moyen voilà, d'adaptation. Et en plus, le deuxième raison, c'est aussi que du coup, ça nous permet d'avoir des gestes standardisés. C'est-à-dire que les sujets qui vont regarder les gestes, c'est toujours les mêmes. L'humeur de la personne, les gestes seront toujours réalisés exactement de la même manière, et ça pour tous les sujets. Donc on va dire que mon handicap m'a plutôt avantagé, m'a permis du coup de faire un truc standardisé et bien. Je vous remercie.